conditions de croissance des microalgues. On contrôle mieux la lumière, le cycle jour-nuit, l'aération, etc. Et ce qui nous permet d'étudier vraiment l'effet des mutations sur les algues. D'accord. Et au niveau industriel, justement, est-ce que le même choix de procédé a été fait ou est-ce qu'il travaille plutôt au niveau avec des bassins à ciel ouvert qui permettraient une meilleure productivité ou... Oui, alors c'est pas tellement après une histoire de productivité, c'est plutôt une histoire de coût. Oui. Parce qu'il existe tout un tas de systèmes de culture qui soient en piscine ou dans des sortes de cylindres où ça circule, etc. Ou alors en bassin ouvert. Il y a même des projets dans des marais salants. Donc là, il y a alors, tout existe, mais c'est vraiment pas dans le même but. C'est-à-dire qu'un photobioréacteur, il faut de l'électricité pour l'agitation, il faut de l'électricité pour la lumière, donc ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Et alors c'est vraiment, nous, à notre échelle, dans un but d'étude. Oui. Alors pour valider les souches, pour les sélectionner. Après, dans un second temps, même dans un troisième temps, on n'en est pas là encore, ce sera, une fois qu'on a sélectionné ou modifié une souche pour qui serait vraiment performante, ben là ce serait se rapprocher d'un industriel pour faire les tests d'abord en pilote et puis après en grandeur nature. Et la dimension justement des photobioréacteurs, là, c'est de l'ordre de... Alors nous, dans le laboratoire, on a des photobioréacteurs qui font que 1 litre de volume utile chacun. Et on a, je crois, en stock des 20 litres, mais on a 20 litres, c'est déjà le stade pilote quasiment. Après, par contre, effectivement, quand on veut faire de la production, c'est des milliers de litres qu'il faut. Oui. Donc c'est pas du tout la même échelle. Oui, il y a une... Mais donc on peut pas faire une étude, enfin, on peut pas comparer plusieurs souches sur des volumes tels. Là, nous, quand on compare ou quand on fait varier des conditions, c'est sur des petits volumes. D'accord. Et d'ailleurs, à l'échelle industrielle, est-ce que est-ce que les bioréacteurs, est-ce que les biocarburants sont déjà beaucoup produits ou en fait, est-ce que c'est plutôt de la recherche un peu appliquée Oui. C'est au stade de ce qu'on appelle démonstrateur. Enfin, ce sont des pilotes un peu plus gros. Il y a eu quelque temps pas mal de publicité sur une usine en Espagne. Là, on attend de voir, mais d'ici à ce qui est production, donc au même stade qu'une raffinerie, il faut quand même, donc il y a de la marge encore. D'accord, Donc il y a pas mal de pilotes, notamment dans des labos de biotechno, dans des centres technologiques biotechno aux États-Unis, où ils couplent ça à des centrales thermiques pour récupérer le CO2 ou ce genre de choses. Mais ça reste encore marginal comme production. Oui, c'est en lien avec BFS en fait. Oui, mais il y a tous les, je veux dire, mis à part en France où c'est encore un peu léger, tous les gros, que ce soit les gros pétroliers ou les gros chimistes, se sont mis dessus. Pour revenir plutôt sur la partie un peu plus technique, en fait, quelle est la méthode qui permet d'extraire les lipides des microalgues et la biomasse? De toute façon, il y a soit je veux dire, la méthode la plus pure, ce serait d'extraire avec des solvants. Ouais, avec de l'éther ou... Oui, du chloroforme, etc. Après, je sais qu'il y a des recherches sur des gens qui essaient d'extraire avec du CO2 critique. Ah oui.
des choses très très pures. Puisqu'en fait, l'avantage après, c'est qu'on se retrouve sans aucun résidu. D'accord. Voilà. Et puis après, on pourrait leur envisager, pourquoi pas, mais alors là, donc on aurait quelque chose de beaucoup moins pur, de faire des sortes de galettes que l'on pourrait presser comme on presse les olives pour extraire l'huile. Ouais. Mais de toute façon, après, c'est toujours un mélange entre l'huile et l'eau, et donc il faut décanter, il faut... Et voilà. Oui, il faut trouver le solvant qui est en phase donc, organique. Donc une extraction mécanique, une extraction chimique, et alors la chimique, elle peut être soit par solvant, soit par divers fluides, voilà, comme le CO2. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est vraiment une approche très, très expérimentale. Hein. Elle est pas... Et au laboratoire, il y a des chercheurs qui recherchent justement à optimiser cette extraction avec différents solvants ou... Non, 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 non. Non, non, nous, on utilise les techniques classiques d'extraction avec des solvants, justement, mais sans aucune recherche au niveau coût d'extraction ou le temps d'extraction. Ça, c'est vraiment des recherches qui sont menées par des laboratoires de procédés. Toujours dans cette partie traitement, extraction et conception du biocarburant, j'avais entendu parler qu'on pouvait également utiliser l'hydrogénation catalytique pour produire le biocarburant. Et quelle est la différence en fait entre l'utilisation de la transestérification et de l'hydrogénation par exemple? Alors, là, c'est un domaine que je maîtrise pas vraiment. Disons que l'hydrogénation catalytique, je dirais que c'est plutôt pour vraiment transformer tous ces lipides dans des chaînes carbonées qui seraient saturées. Je vois pas trop Et donc la transestérification, ça va vous permettre de libérer tous les acides gras donc des divers lipides et donc les mettre sous une forme méthylée qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus pratique à stocker, qui va moins qui va pas prendre en masse dès qu'il fait froid, etc. Par contre, l'hydrogénation catalytique, ça me dit rien comme ça. À part pour saturer les chaînes justement polyinsaturées, je vois pas ça comme une méthode de préparation du carburant, mais je connais pas non plus toutes les techniques. D'accord, d'accord. Voilà. On avait parlé au début de la conversation des différents facteurs en fait qui permettaient de doper les rendements. Et donc en fait, est-ce que justement on utilise au laboratoire les carences en azote ou les... Oui. C'est vraiment le moyen le plus classique pour le faire. Le côté limitant de ça, c'est quand on fait une carence en azote, on arrête la croissance. Donc forcément, qui dit arrêt de croissance dit biomasse limitée. Donc ça veut dire qu'il faut c'est toujours un compromis entre la quantité de lipides par cellule et le nombre de cellules en fait. Oui, et comment ce compromis en fait est-il fait à partir de quel niveau sait-on qu'on doit s'arrêter de mettre l'azote dans le milieu. Oui, voilà. On peut par exemple laisser l'azote s'épuiser. Si on ne renouvelle pas le milieu, on va tout de suite se mettre en carence. Donc après, le tout est de voir s'il vaut mieux être à une densité très très forte avant de mettre en carence, ou alors au contraire, si on veut faire si on veut des cellules qui ont encore un stock d'énergie suffisant pour pouvoir